Guillaume Larrivé. Bonjour. Des centaines d'écoles fermées à partir de demain, les épreuves du brevet reportées à la semaine prochaine et des millions de voitures priées de rester au garage pour cause de restrictions de circulation ce matin. Est-ce que le gouvernement prend les bonnes décisions depuis le début de la semaine face à la canicule ? Oui, je n'ai pas du tout envie de me lancer dans une critique bête de mesures prises par les autorités gouvernementales, les autorités locales. Bon, voilà, il fait chaud, il y a une canicule, on le sait. Il y a beaucoup d'actions concrètes qui sont mises en œuvre sur le terrain. Et moi, je veux saluer ce matin les acteurs de terrain, notamment les salariés des maisons de retraite, des EHPAD, des hôpitaux qui vont faire dans les heures qui viennent un gros travail. Et puis, j'oublie pas aussi qu'on a des sujets macro, des sujets de grande importance. Si on veut réussir la transition écologique, si on veut vraiment réussir la lutte contre le changement climatique, il faut des mesures locales, il faut des mesures françaises, mais il faut aussi une action européenne. Et à cet égard, Marc Fauvel, je n'oublie pas ce qu'on a dit il y a quelques semaines au moment de la campagne européenne. Moi, je plaide pour qu'à l'échelle des 500 millions d'Européens, on définisse une vraie barrière écologique pour ne plus importer des produits qui sont fabriqués dans des pays qui ne respectent pas les efforts de lutte contre le changement climatique. Le Haut Conseil pour le climat qui rend ce matin son tout premier rapport au gouvernement nous dit que les objectifs qu'on fixe dans la loi depuis des années et des années, les objectifs de réduction de gaz à effet de serre, ne sont absolument jamais tenus. C'est vrai, et je pense qu'on prend souvent le problème à l'envers, et je veux dire notamment ce matin que je reste absolument convaincu... Je pose la question aux députés qui s'apprêtent à voter dans quelques heures ou dans quelques jours, justement, la loi énergie et climat qui va fixer de nouveaux objectifs. Justement, ce que je veux dire là-dessus, c'est qu'il me paraît très important de ne pas prendre le problème à l'envers et de ne pas oublier la contribution très positive de l'énergie nucléaire à la lutte contre le réchauffement climatique. Aujourd'hui, l'énergie la plus décarbonée, ça reste l'énergie nucléaire, et si elle est produite dans des conditions parfaitement sécurisées, je considère que c'est un grand atout et pour l'écologie et pour la compétitivité économique. Quand on vous écoute, Guillaume Larrivé, donc ça y est, la droite se convertit à l'écologie, à l'urgence environnementale, à la transition écologique. C'est pas un thème que la droite a mis beaucoup en avant ces dernières semaines et ces derniers mois, c'est le moins qu'on puisse dire. Certainement, mais mon sujet d'ailleurs, c'est pas de savoir ce que la droite, la gauche ou le centre ont à dire, c'est quelles sont les solutions qu'on propose aux Français. Moi, je suis un député Les Républicains, je suis engagé au sein des Républicains. Je trouve qu'on doit proposer des solutions qui sont des solutions réalistes, sérieuses, innovantes, et il faut regarder le monde tel qu'il est. Sur ces sujets-là, jusqu'à présent, ce n'était pas le cas de la part des Républicains. Il y a eu chez nos prédécesseurs, il y a bien longtemps, un certain nombre de choses qui ont été faites. Il y a 15 ans, il y avait la charte de l'environnement adossée à la Constitution. Mais dans la France d'aujourd'hui, dans la France de 2019, il faut évidemment qu'on s'empare de ces questions. Il faut qu'on s'en empare aussi au regard des expériences locales qui sont conduites. On a plein de maires, plein de présidents de conseils départementaux, de présidents de conseils régionaux qui, de manière très concrète sur le terrain, mettent en œuvre des actions de transition écologique. J'en parlais il y a quelques jours avec Gilles Avrousse, le maire de Châteauroux. Il y a dans les politiques municipales conduites par des maires de notre mouvement politique beaucoup d'actions concrètes, et je crois que c'est un effort que l'ensemble de la nation doit conduire, évidemment. Précisément, la droite est à la recherche d'un chef, d'un nouveau président du Parti Les Républicains. L'élection aura lieu au mois d'octobre. Pour l'instant, seul Christian Jacob s'est déclaré candidat. Est-ce que, Guillaume Larrivé, vous serez candidat à cette élection ? Ce qui est très important d'abord, c'est qu'il y ait une élection. Parce que les Républicains doivent se transformer. C'est un minimum quand même qu'il y ait une élection. Oui, mais justement, c'est bien qu'il y ait une élection, c'est bien qu'il y ait un débat, c'est bien qu'il y ait du pluralisme. Mais pour l'instant, il y a un seul candidat, ce qui pour une élection... Il y a une nécessité absolue de transformation des Républicains. Alors, est-ce qu'il faut plusieurs candidats ? Les Républicains ne doivent plus être perçus comme le parti de la droite d'hier, ils doivent être transformés pour devenir le mouvement de l'après-Macron. On en est bien loin. Première remarque. Deuxième remarque, bien sûr, il faut plusieurs candidats. On ne va pas avoir une candidature unique officielle. On n'est pas le Zaïre à l'époque de Mobutu. On va avoir un débat interne, un débat de ligne qui doit être évidemment très, très paisible, très respectueux, mais très volontariste. Et est-ce qu'on a besoin d'idées ? Et moi, je réfléchis avec mon équipe, avec des collègues députés, avec des membres du Sénat, avec des maires, avec des présidents de collectivités territoriales. Je réfléchis aux conditions d'une candidature. Je prendrai ma décision avant le 14 juillet, parce que le 14 juillet, c'est le moment où notre haute autorité, l'instance interne qui organise les élections, lancera le top départ des parrainages. L'élection, elle se passe à peu près à la mi-octobre, dans 3 mois et demi. Moi, j'essaie de construire les conditions d'une candidature pour proposer une ligne. Cette ligne, c'est une ligne que j'appelle la ligne nationale libérale. Ça veut dire quoi ? Très concrètement, je pense que notre job, notre mission à nous les Républicains, dans les 2 ans qui viennent,
de 2019 à 2021. On doit être l'endroit où on invente un projet de réconciliation française. La réconciliation française, qu'est-ce que c'est ? C'est à la fois le relèvement de la nation et la libération des Français. La libération des Français, ça veut dire qu'aujourd'hui, la France, elle souffre d'un excès de normes, d'un excès d'impôts, d'un excès de contraintes. Je suis très partisan qu'on accélère un mouvement de libération qui permette à tous ceux qui veulent créer, qui veulent progresser, qui veulent avancer, de créer des richesses, de créer des emplois. C'est très Pompidou finalement comme nouvelle règle. Il faut arrêter d'emmerder les Français. Il faut en tout cas regarder la réalité en face. On ne peut pas, notamment sur la question des finances publiques, ne pas voir qu'on a aujourd'hui 56% de la richesse nationale redistribuée sous forme de dépenses publiques. C'est 10 points de plus qu'ailleurs en Europe. On ne peut plus continuer comme ça. On a besoin de libérer les Français. Et dans le même temps, que vous mettez derrière ? Relever la nation, ça veut dire assumer bien sûr notre histoire. Ça veut dire sortir de l'immigration de masse, qui aujourd'hui est un problème, je crois, pour la France. Ça veut dire l'immigration de masse aujourd'hui en France ? Bien sûr. À partir de quel seuil vous qualifiez l'immigration de masse ? Ce n'est pas forcément un seuil quantitatif, mais il y a, on le voit à l'évidence, de nombreux territoires de la République qui aujourd'hui sont déstabilisés par des phénomènes qui ne sont pas maîtrisés. Rappelez-vous, Marc Fauvel, ce que disait le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, lorsqu'il quitte la place Beauvau. Il dit, le danger, c'est qu'on ait des France face à face. C'est pour ça que moi je pense qu'on a un devoir de réconciliation de la France avec elle-même et des Français entre eux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, je ne veux pas que dans 10 ans, on se réveille avec un pays où la paix civile ne serait plus assurée, où vous auriez des groupes communautaristes qui en réalité s'affronteraient. Et donc, on a besoin, oui, de réconcilier la France avec elle-même, de relever la nation, de rétablir l'autorité de l'État, de libérer certains territoires aujourd'hui qui sont occupés, de lutter contre l'islamisation d'un certain nombre de territoires de notre pays. On a besoin de ces deux piliers, la libération des Français, le relèvement de la nation. Et ça, je crois que c'est la mission des Républicains. Guillaume Larrivé, vous restez avec nous jusqu'à 9h. On va s'interrompre une minute pour le rappel de l'actualité. Il est 8h40, c'est David Doba qui nous rejoint à l'instant. La France n'est pas à la hauteur de ses ambitions dans la lutte contre le réchauffement climatique. Conclusion d'un rapport remis au gouvernement par le Haut Conseil pour le climat. La France qui va donc devoir tripler ses efforts pour atteindre son objectif de neutralité en 2050. Et puis hasard du calendrier, ce rapport est publié, vous le savez, en pleine canicule. Il va encore faire très très chaud aujourd'hui, jusqu'à 40 degrés à Clermont-Ferrand, 41 à Limoges. 65 départements sont en alerte orange. Les services publics, notamment la sécurité et l'éducation, peu touchés par la radicalisation. Mais la menace persiste et des progrès restent à faire. Conclusion d'un rapport parlementaire publié aujourd'hui. De possibles dégâts significatifs, c'est ce qu'annonce ce matin l'Institut de géophysique américain. Un séisme de magnitude 6,3 a secoué le Panama et le Costa Rica. Il pourrait y avoir des victimes. Et puis manque d'hygiène, cellules surpeuplées et sans matelas, des enfants qui n'ont pas vu une douche depuis des semaines. Une ONG s'est rendue dans un centre de la police américaine Frontier, centre qui accueille 250 enfants au Texas. Le chef par intérim du service a annoncé par la suite sa démission. Notre invité ce matin est secrétaire général délégué des Républicains et député de ce même parti dans le département de l'Yonne. À mes côtés, Renaud Dely. Une dizaine de... Et c'est Guillaume Larrivé, j'ai oublié de donner le nom, pardon. Guillaume Larrivé, dimanche dernier, une dizaine de femmes, c'était dans une piscine municipale à Grenoble, ont manifesté et se sont baignées en burkini, soutenues par des militants associatifs locaux. Elles assurent, elles expliquent qu'elles n'ont pas de conviction religieuse, qu'elles veulent défendre la liberté de toutes les femmes, y compris donc de se baigner en burkini dans ces piscines municipales, donc ce maillot couvrant. Qu'est-ce que vous répondez à cette revendication qui est donc s'exprime, selon ces femmes, au nom de la liberté? Écoutez, moi j'ai l'impression qu'on radote là-dessus. On a déjà eu ce débat il y a 2-3 ans. La vérité, c'est que c'est une provocation communautariste, à l'évidence. Voilà. C'est un détournement d'une pseudo-liberté. C'est pas une liberté, c'est une revendication communautariste. Moi, ce que je souhaite, c'est que les règles s'appliquent, qui sont les règles les mêmes pour tous. Dans une piscine, vous et moi, on n'a pas le droit de se baigner habillés, on le sait. Voilà, c'est tout. C'est également pour des questions sanitaires. Donc que les règles s'appliquent pour des raisons d'hygiène ou pour des raisons de défense de la laïcité? Écoutez, moi, j'aimerais qu'on n'ait pas forcément des débats théoriques et quasiment théologiques à chaque fois. En l'occurrence, on a là une provocation qui est faite pour que sur les plateaux de télévision, effectivement, on ait ces débats. Il y a une règle qui doit s'appliquer. On ne se baigne pas tout habillé dans les piscines en France, point barre.
Mais encore une fois, pour des raisons d'hygiène ou de sécurité. Ce n'est pas un vêtement mais religieux, mais aussi pour des raisons de civilité. Mais on ne va pas passer tout le temps des débats à tourner en rond. Moi, je suis évidemment tout à fait hostile au port du burkini, mais voilà, on l'a déjà dit il y a plusieurs années. Et je crois qu'il faut que, encore une fois, les règles s'appliquent, qui sont des règles et sanitaires, mais aussi des règles de civilité. Vous savez, il y avait ce vieil adage, à Rome, fais comme un Romain. Eh ben, en France, on se comporte selon les habitudes et la civilité de notre pays. Guillaume Larrivé, 2 députés, l'un de votre parti, les Républicains, et l'autre de La République En Marche, publient ce matin un rapport parlementaire sur la radicalisation dans les services publics et s'inquiètent notamment d'un phénomène de radicalisation dans certaines fédérations sportives. Est-ce que c'est un constat et une inquiétude que vous partagez ? Bien sûr, et tout à l'heure je vous ai dit que l'une des missions des Républicains, c'est de construire des solutions contre la menace d'islamisation d'un certain nombre de secteurs ou de territoires dans ce cas précis, des clubs sportifs, les réponses de notre pays. Et on a besoin d'un immense effort d'éducation républicaine pour éviter que des territoires soient conquis par des gens qui sont en réalité des adversaires de notre République. On le sait bien, et ça suppose un effort qui sera très long, et on a pris beaucoup de retard. Et d'ailleurs, c'est une des vraies différences qu'on a aujourd'hui avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron ne fait pas tout mal, mais sur certains sujets, notamment sur celui-ci, je crois qu'il n'a pas pris la mesure de l'ampleur du phénomène. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait que vous feriez, vous, Emmanuel Macron, sur cette question ? Je pense par exemple que la question d'un certain nombre d'écoles coraniques sur le territoire national n'est pas suffisamment traitée. Je pense qu'il y a encore, à l'heure où nous parlons, des lieux de culte qui sont tenus par des extrémistes qui n'ont pas été fermés. De fermeture. Je pense que des mesures d'éloignement hors du territoire national d'individus qui sont des prêcheurs de haine ne sont pas suffisamment organisées. Je pense qu'il y a beaucoup d'efforts à faire sur ce sujet, qui doit d'ailleurs rassembler l'ensemble de la communauté nationale. Je me rappelle que Manuel Valls, en son temps, lorsqu'il était Premier ministre, on avait souvent des points d'accord sur cette question. Il avait une approche laïque, très volontaire. J'aimerais que cette approche, elle soit plus largement partagée aujourd'hui. Et au sein de la majorité d'Emmanuel Macron à l'Assemblée nationale, il y a parfois des discours communautaristes qui sont, je pense au député Aurélien Taché, qui a une approche très multiculturelle à la canadienne, qui sont, je crois, très contraires à ce que doit être la République française. Mais très concrètement, comment fait-on, Guillaume Larrivé, dans ce rapport parlementaire publié aujourd'hui par ces 2 députés? Il préconise notamment de multiplier les enquêtes administratives, notamment dans le recrutement des encadrants sportifs ou aussi dans certains services publics. Ça veut dire qu'il faut priver d'emploi, qu'on ne peut pas embaucher et donc faire travailler des gens qui sont soupçonnés de radicalisation islamiste? Écoutez, ce rapport nous sera présenté dans quelques minutes à la commission des lois. Comment fait-on? Eh bien, écoutez, dès lors qu'ils n'ont pas enfreint la loi. On va débattre de ce rapport dans quelques minutes. Je ne l'ai pas encore lu. Il sera présenté à la commission des lois à 9h30. En vous quittant, je parlerai de cela. Ce qu'il faut, c'est multiplier les échanges. Ça, c'est très important, entre l'autorité préfectorale qui a accès à cette connaissance de fichiers et un certain nombre d'autorités locales. Il faut le faire dans le cadre, je ne veux pas être trop technique, mais d'un dispositif de secret partagé. Enfin, en clair, il faut que les informations circulent dans un contexte de responsabilité partagée. En clair, quand vous êtes maire, vous avez évidemment pas envie d'embaucher dans la cantine municipale un salarié qui présentera ou qui présenterait un danger pour la population. Il faut qu'à l'échelle locale, avec beaucoup de bon sens... Qu'est-ce qu'on peut donner au maire? La fiche S? S'il y en a une de la personne éventuellement radicalisée, quel autre type d'information peut remonter jusqu'au maire? Mais c'est un certain nombre d'éléments de cette nature. Vous avez un autre fichier qu'on appelle le fichier FSPRT. Autorité préfectorale, procureur, autorité locale. Il y a là un triangle de confiance qui, sur le terrain, doit permettre, je pense, d'éviter bien des situations dangereuses. Vous avez dit tout à l'heure, Guillaume Larrivé, que vous souhaitiez mettre en place une politique de réconciliation française, arrêtée avec les fractures qui minent aujourd'hui le pays. Est-ce que ce que vous dites est valable aussi pour le débat qui aura lieu sur la PMA à la rentrée à l'Assemblée nationale? Est-ce que vous souhaitez qu'il soit serein et apaisé? Bien sûr. Je pense que sur cette question éthique, sur cette question bioéthique, et notamment sur la question de la PMA, chaque député, chaque sénateur devra voter, s'exprimer, réfléchir évidemment en conscience. Pour ma part, je reste en réflexion parce que je veux à la fois sur cette question de la PMA respecter la liberté de toutes les femmes sans franchir la barrière qui nous séparerait du transhumanisme. Je ne veux pas
une société transhumaniste, mais je veux aussi respecter la liberté de toutes les femmes. Et donc très concrètement, je vais étudier ce texte de manière extrêmement précise, alinéa après alinéa, et c'est en fonction de ce travail juridique et de cette réflexion que je déterminerai mon vote au terme du débat. Je pense que c'est le devoir des parlementaires de procéder ainsi. Donc sur l'extension de la PMA à toutes les femmes, aux femmes seules, aux couples de femmes, vous n'êtes pas par principe hostile, et si ce texte ne présente pas les risques que vous évoquiez à l'instant, vous pourriez voter l'extension de la PMA à toutes les femmes. Je suis en réflexion. Je redoute aujourd'hui vraiment qu'on franchisse la barrière du transhumanisme. Je ne voudrais pas... Si la condition que je viens d'évoquer est précisément, si je ne suis pas sûr, Renaud Dely, que cette condition soit aujourd'hui satisfaite. Sur le principe de l'extension de la PMA à toutes les femmes, vous n'avez pas à dire que vous pourriez le voter. Non, parce que je ne suis pas là pour avoir un débat de principe. Je veux, comme parlementaire, voter sur des textes précis. Et je le dis ça sans aucun embarras. Mais je ne veux pas, si vous voulez, qu'on ait des positions stéréotypées par avance. Je ne suis pas saisi du projet de loi. Il n'a pas été présenté au Conseil des ministres. Sur la question de la PMA, présenté les femmes, à l'Assemblée. Sur la table. Il y a encore des versions. Il y a encore des versions sur la filiation, mais sur la PMA pour toutes les femmes, on sait a priori maintenant qui est concerné, que ce sera remboursé par la Sécu. Le sujet de la filiation, par exemple, la question du remboursement de la sécurité sociale, a priori, c'est un sujet qui me gêne. Je ne suis pas du tout sûr que ça doit être pris en charge par la solidarité nationale. Je pense qu'on a des tas de priorités en termes de solidarité nationale. Vous pensez que c'est aux femmes elles-mêmes d'aller payer pour leur PMA? Je pense que cette question doit être regardée de manière extrêmement attentive, et surtout la barrière, et c'est ça le vrai sujet aussi, c'est qu'on ne doit surtout pas passer de la PMA à la gestation pour autrui, c'est-à-dire au sujet des mères porteuses. Et on voit bien que les deux sujets sont liés. Mais si la PMA n'est pas remboursée, on sait bien que seules les femmes de catégorie les plus aisées pourront y avoir accès, si c'est elles qui le payent. C'est un des problèmes, mais je ne pense pas qu'il y ait à utiliser en réalité les ressources de la solidarité nationale sur ce sujet. Guillaume Larrivé est l'invité de France Info jusqu'à 9h. On s'interrompt quelques instants. Il est 8h50. C'est l'heure du résumé de l'actualité avec David Doba. Prenez la journée d'hier, ajoutez-y quelques degrés supplémentaires et un peu de pollution, et puis vous obtiendrez celle d'aujourd'hui. 65 départements toujours en alerte orange de la canicule. Plusieurs conséquences, notamment sur la santé des enfants. Des centaines d'écoles resteront fermées demain et vendredi un peu partout en France. Quand elles ne le seront pas, eh bien les enseignants appellent parfois les parents à garder leurs enfants à la maison. Les portes de plusieurs dizaines de crèches pourraient également rester closes. Les pompiers en grève jusqu'au 31 août. Appel lancé par 7 des 9 syndicats. Ils réclament plus de moyens face à la hausse du nombre d'interventions, mais également une revalorisation salariale. Hassan Rouhani, le président iranien, l'affirme, son pays ne cherche la guerre avec aucun autre pays. C'est ce qu'il a déclaré au cours d'une conversation téléphonique à Emmanuel Macron. Selon lui, l'Iran n'a aucun intérêt à faire croître les tensions dans la région. C'est non, la Cour suprême du Brésil rejette 2 demandes de libération de Lula, l'ancien président, je vous le rappelle, est emprisonné depuis plus d'1 an maintenant pour corruption. Et puis l'Asvel remporte le 19e titre de son histoire. On parle de basket bien évidemment. En revanche, grosse déception pour l'AS Monaco qui s'incline pour la 2e année consécutive à ce stade de la compétition. Guillaume Larrivé, votre parti, les Républicains, réclame un référendum d'initiative partagée sur la question de la privatisation. Non, ça n'est pas un parti, c'est pas les Républicains qui proposent ça. C'est la position de qui alors? C'est un certain nombre de députés qui ont choisi de faire ça. C'est pas ma position. Je suis pas du tout favorable. Je suis pas du tout favorable à ce qu'on s'associe à Jean-Luc Mélenchon et au Parti communiste pour demander un référendum. Je trouve que c'est une erreur de l'avoir fait et c'est pas du tout une position collective. Et ça montre d'ailleurs qu'on a besoin de se mettre au clair. C'est pour ça que moi, j'ai envie de m'engager en ce moment dans ce débat, précisément pour défendre cette ligne qui soit une ligne de libération des Français, une ligne pro-business, une ligne pro-économie. Voilà, sur ADP, soyons clairs. Moi, j'ai pas Vous voté êtes favorable à la privatisation? J'ai pas voté la privatisation. Oui. J'avais un débat avec Bruno Le Maire sur les modalités de la concession de services publics. Je trouve que 70 ans, c'est trop long, etc., etc. Le cahier des charges m'allait pas. J'ai pas voté la privatisation. OK. Et on a fait notre job au Parlement en ne votant pas la privatisation d'ADP. On a même saisi le Conseil constitutionnel. Alors, attendez, vous n'êtes pas pour la privatisation, mais vous n'êtes pas non plus pour le référendum Non, il vous a pas échappé, Marc Fauvel, qu'il y a plein de sujets sur lesquels on ne s'allie pas aux communistes, on ne s'allie pas Jean-Luc Mélenchon. Vous êtes très en même temps, finalement, mais pas du tout. Mais je revendique un peu de droit à la nuance. OK ? Moi, je ne suis pas macroniste, mais je ne suis pas non plus pour le n'importe quoi et pour l'alliance avec les communistes et les mélenchonistes sur les questions économiques. Donc sur le fond de ce dossier de la privatisation, l'église au centre du village. Vous y êtes opposé ou vous y êtes favorable?
mais je n'étais pas favorable à la privatisation, mais il se trouve qu'il y a eu un vote à l'Assemblée nationale, qu'il y a une majorité, qu'il y a un président de la République, qu'il y a un gouvernement, et qu'ils ont décidé de le faire. Et donc, basta, on passe à la suite, on arrête ce combat-là. Mais oui, parce qu'il y a un gouvernement, il y a un président de la République. C'est le RIP, en fait, qui vous pose problème. Vous êtes hostile au référendum d'initiative partagée. Sur cette question d'ADP, je ne suis pas du tout favorable à cette initiative qui a été prise avec Jean-Luc Mélenchon, avec le Parti Socialiste et le Parti Communiste. Qui l'a prise chez les Républicains? Qui a pris cette décision? C'est Laurent Wauquiez? Pas du tout, non, pas du tout. Elle a été prise par des collègues qui sont tout à fait respectables par ailleurs. Je pense à Gilles Carrez notamment, voilà, c'est tout. Mais ça prouve bien d'ailleurs qu'on a besoin de réorganiser les ça Républicains. Ça prouve que sur une question aussi importante que celle de l'avenir des aéroports de Paris, leur privatisation, un dossier qui pourrait suivre pendant des années et des années, comme les autoroutes il y a quelques instants, il n'y a pas de position aujourd'hui dans la droite française. Mais ça prouve... Pas de position unique. Ça prouve qu'il est absolument nécessaire qu'on ait l'élection d'un nouveau président au mois d'octobre. Ça prouve qu'il est absolument nécessaire, et c'est pour ça que je m'engage dans ce débat, qu'on se mette au clair sur les sujets essentiels. Et de mon point de vue, il ne faut jamais qu'on perde de vue l'objectif. L'objectif, c'est le relèvement de la nation, c'est la libération des Français. Ça veut dire aussi qu'on doit avoir une politique pro-business, une politique pro-entreprise. Mais pour se mettre au clair, est-ce qu'il faut que le parti sanctionne les députés qui ont pris cette initiative? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Quand vous êtes député ou quand vous êtes sénateur... Donc ça restera pas clair. Mais c'est pas ça. Mais vous sanctionnez pas les députés. Un député, il a été élu par, voilà, il est responsable devant les gens qui l'ont élu, devant les Français qui lui ont fait confiance. Mais c'est pas du tout une position collective. Et ça prouve bien qu'il y a des problèmes internes de ligne. Et c'est pour ça qu'il faut clarifier la ligne, évidemment. Alors vous dénoncez, vous en parliez tout à l'heure, Guillaume Larrivé, un dérapage des finances publiques, d'après vous, dont le gouvernement est responsable. Non, c'est pas le gouvernement, ça fait 40 ans. Le problème, c'est que ça fait 2 ans que ça s'arrange pas. Et vous déplorez notamment, je vous cite, que l'on dépense 50 milliards d'euros pour le RSA. Vous qualifiez le RSA de trappe à inactivité. Est-ce que ça veut dire qu'il faut supprimer le RSA qui a été instauré par Nicolas Sarkozy ? Alors en fait, le RSA, c'est l'héritier du RMI qui avait été créé en 1988. Bon, moi, je suis favorable. Le RSA, effectivement, a été instauré sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Et c'est l'héritier du RMI, c'est un système grosso modo qui Rocard, existe depuis une trentaine d'années. Oui, mais depuis une trentaine d'années. Mais c'est intéressant. Moi, j'aimerais qu'on change de système. Et j'aimerais qu'on fasse une vraie transformation pour le coup et qu'on engage une rupture avec le RSA actuel. Ce que je propose très concrètement, c'est qu'on le remplace par un nouveau système. Le RSA, c'est 55 milliards d'euros sur un quinquennat. Moi, je propose que ces 55 milliards, on les répartisse en 3 tiers. Un tiers, une allocation de solidarité nationale, j'appelle ça l'ASN, pour des Français qui vraiment ne peuvent pas travailler, sont éloignés du marché de l'emploi, une allocation de solidarité nationale. Un 2e tiers pour mieux aider les personnes en situation de handicap et les personnes âgées qui sont aujourd'hui en dessous du seuil de pauvreté. Et puis un 3e tiers qui soit utilisé pour baisser les impôts de production qui empêchent aujourd'hui des entreprises de créer des emplois. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on remette tous les Français qui le peuvent au travail et qu'on aide mieux les Français qui sont éloignés du travail. Donc, plutôt qu'un système de RSA qui aujourd'hui entretient un certain nombre de personnes dans un système d'inactivité qui les rend presque prisonniers de l'activité, je propose un système tout à fait différent, fin du système du RSA, remplacé par une allocation de solidarité nationale, un effort pour les personnes handicapées et les personnes retraitées les plus modestes, et aussi une baisse des impôts de production. Sur ce dernier point, juste un mot, la Banque mondiale a montré que les entreprises françaises, aujourd'hui, elles payent 60% de leurs bénéfices commerciaux en termes d'impôts. La moyenne de l'OCDE, c'est 20 points de moins. C'est suicidaire. Il faut qu'on baisse les impôts de production pour que nos entreprises, notamment nos PME, dans une région comme chez moi en Bourgogne, puissent créer de l'emploi. Encore un mot, Guillaume Larrivé. Nicolas Sarkozy publie demain son tout dernier livre. Son entourage jure qu'il ne s'agit pas d'un livre de mémoire, mais qu'il est là pour contribuer au débat politique actuel. Vous irez l'acheter? Bien sûr. Il ne vous l'a pas envoyé? Non, mais je trouve ça d'ailleurs tout à fait normal parce qu'il aime bien qu'on lise ses livres. Je note d'ailleurs que c'est la même maison d'édition que moi. J'y vois un signe tout à fait sympathique. Non, mais j'ai vraiment évidemment envie de lire ce livre. Généralement, quand Nicolas Sarkozy publie un livre, c'est qu'il y a un retour politique dans les mois ou les années qui viennent. Il a toujours fonctionné comme ça dans sa vie. Est-ce que là aussi vous y voyez un signe précurseur? Non, moi j'y vois une vraie contribution au débat public et j'ai envie de lire pour y trouver une leçon d'histoire, une leçon de vie, une leçon de politique. C'est toujours passionnant de lire les bouquins que Nicolas Sarkozy nous propose. On y apprend toujours des tas de choses sur le pays et sur lui. Et
qu'il sur nous. manque à la droite, Nicolas Sarkozy, ou est-ce qu'il tire toutes les ficelles en coulisses? Non, je crois que c'est pas ça. C'est pas une espèce de méga marionnettiste qui est en coulisses. C'est l'ancien président de la République. C'est évidemment une référence, mais c'est aussi à nous, dans la France de 2019, de 2020, de 2021, de 2022, d'essayer de tracer un chemin. Et ce sera aussi l'un des enjeux de cette élection interne que nous avons au mois d'octobre. Il vous a échappé qu'il n'était pas candidat. Il est temps de tourner la page quand on vous écoute. Hein. Non, c'est pas ça que je dis, parce que ça reste une référence. Mais il a été président de la République entre 2007 et 2012. Voilà. Il y a longtemps. Et moi, j'étais hyper heureux. Vous savez, j'étais formé à deux écoles, l'école Sarko et l'école Jean-Pierre Soisson, qui est une autre école en Bourgogne. Mais j'étais très heureux d'être collaborateur quand j'étais jeune à Beauvau et à l'Élysée de Nicolas Sarkozy. Je continue à échanger avec lui, avec ses proches. C'est une référence, mais c'est pas évidemment un acteur day-to-day, au jour le jour, de la vie politique et de la vie de notre parti politique. Merci à vous. Merci à vous. Guillaume Larrivé, Merci. 8h58 sur France Info. Le journal arrive dans quelques